Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour la première conférence de cette séance de l'après-midi le professeur Andrea Giardina. Il est professeur émérite à l'école normale de Pise, après avoir été professeur dans d'autres universités, parmi lesquelles l'Université de Rome, La Sapienza. Il est académicien dei Lincei, il a été longuement président de l'Istituto Italiano per la Storia Antica, qui est un organisme public avec une très grande importance dans le paysage académique de la recherche italienne en histoire de l'Antiquité. Il était aussi, je pense, président du comité international Public History. Je pense que tout le monde les connaît. Il va nous présenter son rapport aussi avec Paul Venn, mais aussi son idée de Paul Venn. Je peux seulement dire que Andrea Giardina est le grand historien de l'Antiquité tardive. Il est aussi l'historienne de l'Italie romaine et de cette unité rêvée de l'Italie et peut-être à jamais perdue. Mais il est aussi l'historien du mythe de Rome à travers les âges. Donc c'est pour plusieurs raisons que nous sommes très heureux de l'entendre et nous le remercions, nous tous, organisateurs, d'avoir accepté de parler cet après-midi. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier vivement pour cette invitation qui m'honore les amis et collègues Dario Mantovani, Viviane Pirenne de Forge et John Scheid. Le moi est toujours, j'en ai bien conscience, haissable. Et il est tout particulièrement dès lors qu'il s'agit d'invoquer la mémoire d'un très grand savant. Je ne dérogerai ici à cette étiquette que par souci de transparence. Préciser devant vous ce qui me distingue de Paul Venn, en dehors bien sûr de l'écart intellectuel qui nous sépare, peut être utile pour deux raisons. Me permettre avant tout de réfléchir à certains points importants de sa personnalité, ajouter aussi un surplus de crédibilité à l'admiration que je lui porte. J'ai eu de nombreux maîtres, avec la plupart desquels je n'ai entretenu aucun type de relation personnelle. Beaucoup étaient français. Mais j'ai eu aussi un maître avec un M majuscule, Santo Mazzorino, à qui je dois ma formation d'historien, les principes de la primauté des instruments philologiques, de la perception des modalités prismatiques du raisonnement historique, de la compréhension de l'importance d'ouvrir des perspectives sur d'autres époques et sur d'autres mondes. Que j'y sois parvenu en tout ou partie, c'est une autre question qui n'a aucune importance. Paul Venn, pour sa part, a maintes fois réaffirmé sa distance par rapport à la tradition de la relation maître-disciple. Dans ses riches mémoires autobiographiques, il ne parle jamais des disciples et fort peu des maîtres. Il a affirmé un jour « Je ne me reconnais pas de vieux maîtres » et réciproquement, les disciples me font fuir. Je suis devenu un historien de Rome davantage pour la manière que pour la chose elle-même, parce que je suis resté en tant qu'étudiant universitaire captivé par la fascination intellectuelle exercée par mon maître et que devenir historien de l'Antiquité était la seule manière possible de pouvoir rester en contact avec lui. Avec lui, nous ne parlions pas seulement d'histoire ancienne, mais véritablement de tout.
Venn, au contraire, attribuait sa vocation d'historien du monde ancien à une passion de jeunesse. J'ai beaucoup profité, étant jeune, de ma participation à des groupes de recherche, d'abord entre 1974 et 1986, avec les enquêtes sur la forme de production esclavagiste, notamment à la lumière des Grundrisse de Marx, organisées à l'Institut Gramsci de Rome. Aussi curieux que cela puisse paraître, au cours de ces années-là, en Italie, la simple participation à un groupe de recherche en dehors de l'université et des centres de recherche publics dans le domaine des sciences humaines trahissait une orientation marxiste ou, plus génériquement, progressiste. Venn a toujours revendiqué le caractère absolument solitaire de son travail et l'a comparé à celui d'un ascète qui éprouve les besoins de s'épurer. Je crois que l'histoire est un bien commun. Venn s'est déclaré insensible à quelque notion de bien public que ce soit. Il a déclaré « Je prends conscience d'une façon d'être que j'ai ou d'une lacune, comme on voudra. Je suis assez indifférent au bien public ou non. Comme historien et comme professeur, seul m'attire ce qui est intéressant. » J'ai toujours considéré que mon travail d'historien de l'Antiquité ne pouvait se justifier que s'il était lié dans une proportion équilibrée à une forme d'engagement dans la diffusion de la culture historique auprès d'un large public, qu'il soit jeune ou adulte. Venn, mais qu'il a apporté une contribution importante à la diffusion de la culture historique en France et ailleurs, soutenait que les soucis de la diffusion de nos travaux étaient dépourvus de tout intérêt. J'ai toujours considéré la périodisation, consciente ou inconsciente, comme une forme de respiration naturelle du raisonnement historique, avec toutes les précautions et les nuances imposées par cette pratique. Benedetto Croce disait « Penser l'histoire, c'est certainement la périodiser, parce que la pensée est organisme, est dialectique, drame, et que comme telle, elle a ses périodes, son début, son moyen terme et sa fin, et toutes les autres poses idéales qu'un drame comporte et exige. » Venn a toujours soutenu que la périodisation est un exercice inutile, pour ainsi dire, un parent pauvre de la recherche historique sur le plan intellectuel. Comme l'a pertinemment relevé Patrick Leroux, aucun ouvrage de Paul Venn ne suit de plan chronologique, ni se meut dans un espace prédéfini. Je n'aime pas l'alpinisme et je considère qu'il est injuste que les parois incontaminées des montagnes soient criblées de pitons, de crampons et d'autres artefacts. Ceci dit avec tout le respect dû au courage, à l'enthousiasme et aux objectifs presque toujours nobles que se fixent les alpinistes. Parlant des limites physiques et d'âge qui ont entravé sa carrière d'alpiniste, Venn, en revanche, écrivait « Mon amour était sans espoir, donc. Ma seule consolation fut de dédier ma thèse de doctorat non à mes maîtres, ni à mes parents, selon la coutume, mais à l'aiguille verte. » Pour terminer cette anthologie d'un inventaire, donc un inventaire partiel, en m'élevant dans les sillages de Paul Venn au plus haut sommet, je ne réussis pas à comprendre quel soulagement peut procurer, comparé à la mortalité totale, l'idée de survivre à l'intérieur d'une âme universelle.
Venn, pour sa part, déclarait « Je serai au sein de l'âme universelle », affirmation d'où procèdent les mots célèbres qui ont donné le titre à son livre de souvenirs et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas, même s'il s'agit toujours d'une survie impersonnelle. Ces mots, Venn a dû les trouver trop beaux pour y renoncer, mais il me semble privé de la cohérence néoplatonicienne qu'il avait certainement à l'esprit en les prononçant. Des mots poétiques, mais bien incapables de réchauffer le cœur, contrairement au poème où vibre l'amour pour l'être suprême, sur lequel je reviendrai bientôt. L'histoire de ce titre me fait penser à la phrase d'un important latiniste italien décédé il y a quelques années, Alfonso Traina, qui répétait « Comme les hommes, les phrases payent aussi les prix de leur célébrité. » Malgré cela, parvenu à mon âge, je dois avouer que je ne peux pas même concevoir ma vie d'historien sans l'influence de ce maître, cet enchanteur a eu sur moi, sans ses livres, sans ses pensées originales et déroutantes, sans son érudition sensuelle, comme l'a défini Christophe Onodibio. Ces ouvrages et ces articles sont une pierre de touche chaque fois que je repense à l'impérialisme romain, à l'hérétisme, à la villa pompéienne des mystères, à Sénèque, au pouvoir impérial, à Foucault, à Trimalcion et bien d'autres encore. J'imagine qu'il en était de même pour de nombreux collègues. Un sentiment de diversité et en même temps de dépendance. Comment s'est passé de Paul Venn? Dans la réponse évidente à cette question, il est impossible de s'en passer, réside ce que nous pourrions appeler l'enchantement vénien. Commençons notre brève incursion dans le monde de Paul Venn à partir des aréolites, ce qui Venn appelait lui-même les topos de l'aréolite. Peut-être seulement l'autre nuit, au Colisée, cette horrible catastrophe lunaire de pierre, cet immense crâne rongé par le temps et échoué au milieu de la ville, je l'ai vu pendant un instant comme le témoignage de la civilisation d'une autre planète. Et il m'a communiqué un frisson de terreur et de volupté. D'aucuns ont pu penser qu'il s'agissait des mots même de Paul Venn. Il n'aurait pourtant pas tort dans la mesure où, bien qu'étant de Federico Fellini, il procède d'un indiscutable esprit vénien. Cette belle photo est celle d'une grande photographe italienne, Elisabetta Catalano, et je dois remercier le directeur de l'Archivio Catalano pour m'avoir autorisé à la présenter ici. Les mots, eux, sont tirés de la traduction française du livre de Fellini, Faire un film, publié en 1996, édition italienne 1980. On retrouve le même esprit vénien, par exemple, en parcourant les notes dans lesquelles Fellini imaginait comment il aurait voulu réaliser son film sur les Satyricons de Pétrone. Les films, à travers des épisodes incomplets, certains sans début, d'autres sans fin, d'autres encore vides dans les parties intermédiaires, devraient suggérer, laisser entrevoir les limites, les réalités d'un monde disparu, la vie des créatures aux as coutumes incompréhensibles, les rites, la quotidiennité d'un continent, un continent désormais englouti dans la galaxie du temps. Je ne suis pas en mesure d'affirmer que Paul Venn, avant d'exprimer le sens de sa perception de la romanité,
avait lu ces mots de Fellini. Évidemment, il avait vu les Satyricon de Fellini sortis en 1969 et relevé, bien sûr, que les textes de Petrone étaient fort différents du film. Le premier est un roman satirique et réaliste, le second, un film d'imagination. Il n'est pourtant nullement essentiel d'établir si Venn a bien lu les livres de Fellini. Ce qui compte ici, c'est de constater qu'à peu près au même moment, les cinéastes et l'historien ont utilisé les mêmes similitudes pour représenter leur propre vision du monde romain. Dans mon idée de Paul Venn, il est intéressant de constater que ces mots nous paraissent felliniennes, ou, si vous préférez, que ceux de Fellini nous paraissent venniennes. À propos du projet des films sur les Satyricon, Fellini évoquait la planète Mars et le Japon. Un film sur les Martiens. Il devrait exercer la même fascination faite d'inquiétude et d'attention qu'avaient pour nous les premiers films japonais. On ne savait jamais si ces personnages riaient ou bien pleuraient. Avec les bons soudains, les hurlements des fauves de Toshiro Mifune, notre cœur s'arrêtait. Allait-il nous embrasser comme un frère ou nous couper en deux avec son sabre? Nous savons que Paul Venn, en parlant de la romanité, pensait souvent au Japon. Il affirmait même « Si j'avais par hasard rencontré un orientaliste, sans doute aurais-je fait du japonais ». En 1985, fut publié le premier volume de la célèbre histoire de la vie privée de Philippe Ariès et Georges Duby, dirigé par Venn et dont il écrivit les premiers longs chapitres. Il avait pour tâche particulièrement ardue, voire même impossible, de justifier l'absence d'un traitement spécifique du monde grec dans cet ouvrage. Ce qu'il fit avec un argument que nous retrouvons souvent dans son œuvre et que ses lecteurs connaissent fort bien. Pourquoi les Romains? L'histoire, ce voyage en autrui, doit servir à nous faire sortir de nous, au moins aussi légitimement qu'à nous conforter dans nos limites. Les Romains sont prodigieusement différents de nous et en matière d'exotisme n'ont rien envié aux Amérindiens ou aux Japonais. C'était une première raison de commencer par cette histoire, pour ménager un contraste et non pour montrer le futur Occident s'esquisser déjà. L'argument est faible. Expliquer l'absence de la Grèce par le fait que les Romains étaient un peuple extraordinairement exotique et que commencer par eux était donc le meilleur antidote à l'identification, nous oblige à considérer que les Grecs étaient moins exotiques que les Romains. Mais je suis convaincu que Paul Venn lui-même se serait trouvé dans l'embarras face à cette conclusion. Le discours de Venn procède par un autre argument qui revient lui aussi à plusieurs reprises dans ses écrits. Mais alors, pourquoi pas les Grecs? Parce que les Grecs sont dans Rome, sont l'essentiel de Rome. À Rome, la civilisation, la culture, la littérature, l'art et la religion elles-mêmes sont à peu près entièrement venus des Grecs, au long d'un des millénaires d'acculturation. Rome devint grec exactement comme le Japon contemporain est devenu un pays d'Occident. Quitte à être pédant, on peut observer que ces deux acculturations, la romaine et la japonaise, n'ont pas été exactement semblables, car s'ouvrir à l'Occident pour le Japon signifiait entrer dans la révolution industrielle, tandis qu'à Rome, au cours de ces années cruciales d'acculturation, les niveaux d'avancement de l'économie, tout comme celui de la technologie, n'étaient pas significativement inférieurs à ceux de la Grèce.
Je n'ai apporté cette précision pour souligner que la manière de s'exprimer de Paul Venn était souvent, surtout lorsqu'il s'agissait de principes généraux, exubérantes, débordantes, impétueuses, déroutantes. Personnellement, donc, je dis que il n'agissait exactement des provocations. Ces devins étaient des mots susceptibles de magnétiser l'esprit de ses lecteurs et de ses auditeurs pour les guider dans un monde inconnu et qu'ils croyaient pourtant déjà connaître. Mais ce n'est pas tout. Certains critiques ont soutenu que les arguments de Venn sont souvent contradictoires. Dario Mantovani ce matin a dit une chose importante à cet égard. Les problèmes existent effectivement, mais il est moins simple que prévu. Je signale en première une de ces affirmations qui me semble très problématique par rapport à sa conception des Romains comme prodigieusement différents de nous. Lisons dans une page de S'entretien avec Catherine Darboux-Prechanski, le quotidien est intéressant. L'Empire romain, affirme Venn, n'a été ni meilleur ni pire que la grande majorité des autres régimes connus. Bien que l'idée de progrès soit suspecte et que l'ethnocentrisme soit ma grande illusion, je ne peux m'empêcher de croire, pour ma part, que notre Occident est de loin le meilleur des régimes à l'échelle des millénaires, de même qu'il est incommensurablement plus riche et plus égalitaire que tout passé humain. Quant aux Romains, leur principal mérite est leur absence de xénophobie. Ce peuple avait pour culture celle de notre plein peuple, la Grèce. En cela, je les aime, les admire et les honore. Une telle phrase suffit à relever deux apories dans la construction vénienne. D'une part, cet honneur rendu aux Romains les rapproche des valeurs modernes et les éloigne donc des Japonais. De l'autre, l'absence de xénophobie dans l'anthropologie romaine l'éloigne de celle des Grecs sur un point absolument fondamental. Les Romains n'accordaient aucune valeur à la consanguinité, tandis que les Grecs la tenaient en très haute estime. La politique romaine de l'inclusion aussi bien horizontale des étrangers que verticale des esclaves n'a rien à voir avec l'acculturation grecque. Je crois que de telles contradictions ne peuvent être imputées à un manque d'attention, mais plutôt à une manière particulière de raisonner et de s'exprimer. Venn recourt à des formules suggestives et inattendues pour bousculer l'inertie du sens commun historiographique, pour se renforcer lui-même, pour être fidèle à sa conception ludique de la recherche historique. Parfois, cependant, dans sa manière de tourner sans cesse autour des objets, ces affirmations de principes s'émoussent, s'attendrissent, se fissurent. Certains trouvent cette manière de penser irritante, d'autres la trouvent stimulante. Comme chacun sait, les rencontres de Paul Venn avec la romanité s'est produite accidentellement à l'âge de 8 ans ou 9 ans, au cours d'une promenade sur une colline herbeuse qui domine les bourgs de Cavaillon, lorsque son regard se posa par hasard sur une pointe d'un fort romain qui gisait à terre. Paul Venn a mentionné cet épisode à plusieurs reprises. Je cite ici un passage tiré de son volume de souvenirs déjà cité, et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas. Ce fut un choc. Elle était tombée dans notre siècle comme tombe des cieux un aérolithe,
Mais elle venait non de notre monde, mais d'un monde aboli, dont je savais qu'il avait existé avant le nôtre. Ailleurs, Venn dit que lorsqu'il réfléchissait au monde antique, il ressentait les mêmes plaisirs que peut avoir un astronome quand, grâce à un appareil assez puissant, il détecte une planète qui n'appartient pas à notre galaxie. C'est les Colisées de Fellini, cataclysme de pierres tombées d'une autre planète et échouées au cœur de la ville, comme les fragments d'amphores de Venn qui émergent du sol d'une campagne de Provence. Les participes passés abolis ont suscité la curiosité de plusieurs lecteurs à juste titre. Selon moi, Venn préfère aboli à autre pour trois raisons. D'abord parce que autre peut signifier différent, mais indifférent, vivant, encore actif pour tout ou partie dans notre monde, tandis que l'historien signifie que ce monde n'existe plus, qu'il a accompli sa parabole. La civilisation romaine est abolie en ce sens qu'elle est vraiment du passé. C'est une autre planète. Ensuite, parce qu'aboli est extrêmement original, captivant et en même temps incisif. Et nous savons bien que notre historien ne renonçait jamais à une occasion d'étonner. Enfin, parce que aboli est un terme poétique. On sait que Venn a écrit un livre très discuté sur la poésie érotique romaine et un volume fondamental sur le grand poète René Char. Et je me garde évidemment d'oublier, comme nous avons entendu ce matin, qu'il traduisit l'Énéide à un âge très avancé. Mais il ne me semble pas opportun de m'attarder ici sur ce livre. Son rapport à la poésie a été régulièrement souligné par ceux qui l'ont interviewé. Et Hélène Monsacré a même pu formuler cette question rhétorique. Et si Paul Venn était d'abord le poète de notre temps, lui qui a su, plus que tout autre, composer avec l'Antiquité et le temps présent de magnifiques pages toujours reprises et toujours renouvelées, pourtant Venn n'a jamais écrit un seul poème. Ma vocation, a-t-il déclaré, était ludique, comme la manie des enfants pour leurs ordinateurs, et rien qu'érudite, car je n'avais et n'aurais jamais rien d'un créateur. De son propre aveu, s'il ne fut pas poète, c'est qu'il ne savait pas rêver. Depuis de nombreuses années, j'ai lu et relu les livres de Paul Venn, même ceux consacrés à la poésie et à l'art romain. Je l'ai fait en tant que historien de la Rome antique. Ce n'est que tardivement que j'ai compris que son rapport à la poésie avait une dimension totalisante et identitaire. S'il est vrai que l'historien Paul Venn n'aurait pas existé sans les sciences sociales, il est également vrai qu'il n'aurait pas existé sans la poésie. Dans son apostille, en 2012, Gérard Genette, qui partagea avec Venn, comme il a dit lui-même, quelques expériences, quelques passions et quelques besanies, rappelait ce qu'il avait l'habitude de dire à propos du grand historien. Ce sont des mots riches de sens qui ont échappé à l'attention des critiques. À chacun des siens, il a écrit « Je lui dis tous les profits que j'y trouve et toutes les illusions dont il me débarrasse. Je ne sais plus si c'est lui qui a signé à l'histoire pour seule fonction d'amuser les historiens, mais je sais bien qu'il est l'historien qui amuse le plus ses lecteurs intelligents. » Ce qui fait suivre d'une phrase fulgurante.
Quoique professeur au Collège de France, il n'est ni notre Michelet, ni notre Brodel. Il est notre Borges. L'assimilation à Borges se rapportait, selon moi, plutôt qu'au divertissement, à l'effet libératoire que Venn produisait chez lui, les illusions dont il me débarrasse, comparable à celui produit par l'imagination subversive de Borges. Genette ne mentionne pas une autre raison qui a dû pourtant les frapper. La bibliothèque mentale de Venn pouvait donner à ceux qui les lisaient ou l'écoutaient un sentiment d'universalité et rappeler la bibliothèque de Babel borgesienne. À ce propos, je ne peux m'empêcher de rappeler que Foucault voyait dans la personnalité du jeune Venn une petite dose d'universalité. Je cite par cœur, si, peut-être le mot c'est universalité. Ce qui, comme le concept est le même. Mais ce qui, comme nous pouvons l'imaginer, a fait un énorme plaisir à Paul Venn. Aboli, disais-je, est un terme poétique qui ne peut s'extraire de sa dimension ordinaire que grâce à Nerval et à Mallarmé en particulier, que Venn connaissait manifestement par cœur. Il suffira de citer ici les premiers vers de l'ouverture ancienne d'Hérodiade. Aboli dont sonnait l'affreuse dans les larmes du bassin, aboli qui mire les alarmes des sorgnus fustigeant l'espace cramoisi. Aboli est le nom conféré à l'aurore et aboli au deuxième vers est un adjectif lié cette fois au bassin qui reflète des sorgnus fustigeant l'espace cramoisi. Pour ce qui est de Nerval, il suffit de rappeler la tour abolie du prince d'Aquitaine. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. L'histoire ancienne, affirmait encore Venn, demeure un gouffre interdit à nos sondes. Des mots que tout lecteur des Fleurs du Mal sait à qui attribuer. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes? Le monde antique est un abysse insondable, nous dit Venn, en citant un merveilleux poème d'amour. Il peut toutefois se produire que le monde ancien nous transmette quelque chose qui n'est pas encore aboli. Et Venn de citer de mémoire quelques vers de l'hymne à Déméter, encore de la poésie, qu'il a découvert par hasard étant enfant. Un bouquin à couverture jaune intitulé Hymne homérique me tombe dans les mains, je l'ouvre et pour la deuxième fois je tombe dans un monde autre. La première fois était, je viens de le mentionner, le choc de la rencontre avec les tessons d'amphore. Je cite la traduction de Venn. Je chante Déméter au beau chevet, elle et sa fille aux fines chevilles, les fleurs brillaient d'un éclat merveilleux, et tout le vaste ciel en sourit, et toute la terre et l'acre gonflement de la vague marine. L'historien commente. Ces sonores bibelots de beauté non abolies, ces divinités lumineuses qu'on n'adore pas, mais qu'on aime bien et qui ne font pas peur, on se l'est, mon sort. C'est là un de très rares cas où Venn reconnaît que le monde aboli parvient à nous faire revivre une beauté non abolie. Et ce n'est évidemment pas un hasard si cette beauté appartient au monde de la poésie. Venn est attiré par la poésie de l'éloignement, mais la poésie peut ouvrir une brèche dans la lointaine galaxie du monde antique. En explorant le monde de Paul Venn, on découvre ainsi
des aspects inattendus de sa personnalité poétique. La poésie pouvait être, selon lui, un moyen d'entrer en empathie avec le mouvement de la société et de la politique. On sait que la politique ne fut jamais l'une de ses passions les plus profondes. Il ne s'impliqua ni politiquement ni idéalement dans les événements de mai 68 qui ont pourtant suscité en lui une forme d'émotion. J'ai éprouvé de la sympathie pour cette agitation amusante, utopique et pacifique. Je la supposais grosse d'un avenir souhaitable. Je ne savais trop lequel, et les étudiants ne le savaient pas plus que moi. Cependant, malgré mon manque de conviction et au fond mon indifférence, j'aimais me mêler à la foule des militants, venir parfois à leurs réunions pour y respirer révolte et enthousiasme. Leur agitation me rendait gai. La poésie me permettait d'éprouver des émotions politiques qui n'étaient pas entièrement de mon cru. Il va de même pour l'au-delà, selon Venn. J'aimerais qu'il existe autre chose qui nous dépasse, qui nous surplombe, nous entoure et qui, à la rigueur, donne un sens à notre présence sur Terre. Pour se réchauffer le cœur un instant, Venn se récite Jean de la Croix, ou bien, dit-il, les vers de l'inoubliable Catherine Pozzi. Il disait que j'ai découvert à 20 ans. Je ne sais pas pourquoi je meurs et noie avant d'entrer à l'éternel séjour. Je ne sais pas de qui je suis la proie, je ne sais pas de qui je suis l'amour. Et d'ajouter, comme on voit, ma sécheresse de cœur passe par la poésie pour éprouver pendant 1 minute et à travers les mots d'autrui les sentiments de l'au-delà qui est sublime, inaccessible à notre expérience et qui fait battre le cœur. En conclusion, je voudrais aborder un thème central de la personnalité de Paul Venn, où la créativité artistique apparaît comme l'essence même de la survie sur la Terre. Il ne distingue pas en cela la poésie proprement dite des arts figuratifs. Et il écrit des faits art avec une A majuscule. Les relations des collègues François Frontisy et Vinciane Pirène de Forge ont été très intéressants, même à ce regard. On peut les définir comme la plate nullité des non-artistes. Venn attribue à Flaubert la pensée suivante. Flaubert se disait in petto. La seule chose qui ne soit pas nulle, c'est l'art. C'est d'écrire l'éducation sentimentale. Nous qui ne sommes pas artistes vivons dans une plate nullité. Venn le répéter, je n'aurai jamais rien d'un créateur. Cette question se rattache à d'autres aspects de sa pensée. Venn affirmait qu'il éprouvait même du dégoût, de l'horreur pour ses propres livres. Pour ses propres livres, il faut préciser, livres terminés, pour être exact. Un livre terminé, c'est du linge sale. Suivre la question, me demander si le livre est bien ou mal reçu, serait vouloir endosser à nouveau une vieille chemise trempée de sueur. Il faut prêter ou rire, comme disait Fellini à propos de Toshiro Mifune. L'idéal est de se dépersonnaliser. La mort étant la confirmation de notre médiocrité, il ne nous reste qu'à nous dépersonnaliser. Si l'on réussit dans cette entreprise, alors on ne peut plus mourir, puisqu'on a déjà disparu. Mais on n'y parvient jamais. Pour Paul Venn, son œuvre d'historien, non créateur,
non artiste, a donc été une recherche permanente de dépersonnalisation qui est soldée, en fin de compte, par un échec. Comment concilier tout cela avec le soin qu'il a apporté à parler de lui-même, à se raconter? Sa forte veine autobiographique ne s'oppose-t-elle pas à son idéal de la dépersonnalisation? Livre, entretien sous forme de livre, entretien dans la presse périodique, à la radio, à la télévision. Il faut ajouter aujourd'hui l'autobiographie des candidatures au Collège de France, et représentation théâtrale, etc. Mais il tenait aussi à parler du quotidien, de sa vie intime, des situations érotiques. On sait qu'il attachait une grande importance à un moment d'extase vécu un après-midi, alors qu'il était déjà sexagénaire après un rapport sexuel. Les 5 minutes les plus intenses et les plus heureuses de ma vie. Nous rappelons ainsi aussi que Veyne a écrit quelques pages même sur l'expérience de l'extase dans l'œuvre de René Char. À qui lui aurait reproché l'incohérence de ce récit par rapport à sa volonté d'auto-annulation? Veyne aurait certainement répondu à la manière dont il l'a fait à une fine observation de Catherine Darboux-Péchinski, qui relevait une possible contradiction entre son recours fréquent à l'anecdote et son rejet de l'autobiographie. Un trait de votre manière d'écrire l'histoire conduit parfois à songer à l'autobiographie. C'est l'usage que vous faites de l'anecdote dans le style oral et familier du dialogue. Veyne lui répondit que les anecdotes permettent d'éclairer des manières de penser, des sensibilités, des comportements d'autres pays et d'autres époques. Le fait d'avoir entendu lui-même une vieille femme, la gouvernante marocaine de son père, parler avec indignation du livre de Gilles Perrault sur Hassan II et proclamer son amour pour ce roi si bon, fait de Veyne un témoin écoutant la voix d'un Français d'avant 1789. De tels cas l'ont conduit à formuler une déclaration définitive. Il n'y a, dans les références à des expériences personnelles que je peux faire, aucune intention autobiographique, mais instrumentalisation analogique de quelques petits faits vrais, comme dirait Stendhal. Petit fait vrai est la même expression utilisée par Veyne à propos du digeste, rappelé ce matin par Dario Mantovani. Tout cela est suggestif, mais il en demeure pas moins que l'idéal de dépersonnalisation semble mis à mal par l'intuition fracassante chez lui du moi, aussi bien dans ses considérations autobiographiques que dans ses essais. Catherine Darboux-Péchinski a repris la question en référence au style de Veyne. Reste le ton volontiers familier, le caractère très oral de votre mode d'expression. Si l'on songe à l'idéal de dépersonnalisation qui habite votre recherche, cette façon de procéder qui donne à votre présence dans les textes une prégnance presque physique, tend au contraire vers une personnalisation qui peut surprendre. Mais passons. Dans ces mais passons, il est facile de saisir qu'elle ne se faisait aucune illusion quant à la volonté de Veyne d'approfondir la question. De fait, Veyne n'y apporta aucune réponse. Que le ton familier du mode d'expression de Veyne interdise la dépersonnalisation est une observation juste, mais il faut garder à l'esprit que la forme familière n'est pas l'élément le plus qualifiant du style de Veyne. La fascination de son écriture réside, selon moi, dans les passages inattendus de l'expressivité familière à une prose qui frôle ou rejoint la prose littéraire.
Il ne s'agit pas là de couleurs non complémentaires disposées, pour ainsi dire, sur une échelle chromatique déréglée. Au contraire, pour utiliser une terminologie musicale, il s'agissait d'une seule et même structure de composition. L'abandon de la prose familière et l'apparition d'une nouvelle tonalité expressive confèrent très souvent aux pages de Veyne leur pathos caractéristique, tout en nous faisant parfois assister au déploiement d'images poétiques. La veine poétique, à son tour, n'est pas seulement dans l'œuvre de Veyne ornementale, c'est un instrument de compréhension, une voie d'interprétation intelligente et originale. En signe de gratitude envers ce grand savant, je voudrais rappeler, pour conclure, un passage de « Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas ». Le locuteur est un vieux savant qui a désormais presque cessé d'écrire et de s'adonner au jeu de l'intéressant. Âgé de 84 ans, Veyne affirme que les caprices de la mémoire lui ont laissé de l'Italie 3 souvenirs isolés qui restaient plantés dans son cœur. Un panorama, une basilique de Rome et une tache intense de bleu outre-mer. Le panorama est celui qui, depuis la péninsule de Sorrente, embrasse devant soi les cônes du Vésuve à main gauche, le golfe de Naples et à main droite la côte d'Amalfi. La basilique est Sainte Majeure sur l'Esquilin. Sainte Marie Majeure est une personne, prétendais-je, je cite, car je l'aimais. Quant à la tache bleue, affirma-t-il, elle est à Rome, à la Pinacothèque Capitoline. C'est l'outre-mer rayonnant d'un manteau dans le cortège du triomphe de Flore, copie d'un Poussin dont l'original est au Louvre. Hélas, sur cet original, le bleu est usé, passé, terni. Je remercie beaucoup la direction du musée Capitolini pour m'avoir permis de présenter cette très belle reproduction avec une description parfaite du tableau de Poussin. Dans les souvenirs de Paul Veyne, cette tache de bleu traverse les siècles et vient resplendir sur le corps d'un peintre à Paris le 22 novembre 1952. Je n'avais jamais vu de bleu pareil depuis les funérailles de Paul Éluard à Paris 4 ans auparavant. Perdu dans la cohue, je distinguais au loin, en tête du cortège, Dominique Éluard, soutenu par Aragon, et à leur côté Picasso, ceinte d'une écharpe de ce bleu fascinant qui attirait invinciblement les regards au milieu de l'immense foule endeuillée. La vie du grand savant se résume ainsi au souvenir de 2 taches de couleur qui en réalité n'en font qu'une. C'est la synthèse extrême d'une intelligence qui pénétrait les vicissitudes humaines par la force amplifiée des catégories, revendiquées par Veyne dans sa leçon inaugurale, et de la poésie, celle des mots, celle des images. Je vous remercie beaucoup.